Salut Zotac, c'est Notchan. Des fois, dans la vie, il y a des occasions loupées, et c'est un peu dommage. Si j'avais été plus réactif, j'aurais pu vous parler de l'hommage que Scott Linger et Mike Maggi ont rendu au tout premier Zelda à l'occasion des 30 ans du jeu. Ceux-ci avaient mis en ligne, début avril, une version en voxel, jouable sur navigateur, très fidèle d'une bonne partie de ce premier volet, sorti sur Famicom en février 86. Outre l'aspect en volume très bien rendu, le fait de parcourir cette version fondatrice du monde d'Hyrule de manière fluide, sans les traditionnels changements d'écran, permettait de redécouvrir totalement le titre. Malheureusement, Nintendo a réagi au bout d'une semaine, assez fort logiquement, pour demander le retrait de ce jeu, peut-être un petit peu trop fidèle à l'original. Un demi-million de personnes s'y seront essayées pendant ces quelques jours, et les deux développeurs se sont fait remarquer. Ils ajoutent qu'ils ne sont pas surpris de la réaction de Big N, mais qu'ils ont bien l'intention de reposter leur jeu sur la plateforme GitHub une fois que celui-ci aura été expurgé de son enrobage Zelda et tout autre élément pouvant poser problème. C'est dommage, en effet, je ne vais pas pouvoir développer plus avant ce sujet. Je vais donc plutôt aborder le thème de l'émission Sasuke. Si vous avez déjà pu regarder un peu de télé japonaise, vous avez peut-être eu l'occasion de la voir. Le concept est simple. Un parcours d'obstacles avec plusieurs épreuves physiques successives où chaque candidat doit arriver au bout de la course avec le meilleur chrono, si possible. Ce jeu, qui se décline sur l'archipel en différentes versions pour mettre à l'épreuve l'endurance et les muscles d'un peu tout le monde depuis fin 1997, a même créé ses petites célébrités locales. La formule a été adaptée aux États-Unis en 2009 sous le nom American Ninja Warrior et depuis l'an dernier en Grande-Bretagne. Après une diffusion sur le satellite de la version japonaise pendant un temps sur W9, la version adaptée pour le public français devrait débarquer cet été sur TF1 avec un parcours d'obstacles effectivement familier pour qui a déjà vu un bout de la version japonaise. Et sans présumer de ce que pourrait apporter cette adaptation française, passons sans transition à celle d'un manuel d'anglais à destination des écoliers japonais. Celui-ci a récemment séduit la twittosphère grâce à ses illustrations fraîches et sympathiques. Par rapport à une version précédente du manuel comportant certains des mêmes personnages, il est incontestable de dire qu'on est bien plus motivé d'apprendre la langue de Shakespeare avec Hélène Sensei Nouvelle Génération. Le tout n'a pas tardé à être dérivé en une petite série de mèmes innocents. Pour le moment, ne faisons pas déraper la conversation et restons en terrain connu. Je vais vous parler d'un héros dont tout le monde parle actuellement, qui impose sa loi aveugle tout en restant dans l'ombre. Je parle bien sûr du joueur Sightless Combat, abrégé en SK, ou Ben de son vrai nom, un joueur anglais aveugle de naissance. Ce qui ne l'empêche pas d'infliger quelques corrections sévères à certains joueurs qui, eux, voient tout à fait normalement. Il ne dispose pourtant pas d'équipement particulier pour autant, et il a juste besoin d'un casque stéréo, de mettre les basses à fond, et dans les réglages audio de privilégier les niveaux sonores des bruitages à ceux de la musique ou des voix. Il a également fait un retour à l'équipe du récent Killer Instinct sur Xbox One et PC pour que ceci donne la possibilité de régler spécifiquement le volume des effets sonores des différentes jauges de coups spéciaux, etc. Chaque personnage possédant un bruitage différent pour chaque mouvement, coup fort ou coup faible, chope, garde, saut, le joueur peut donc distinguer les actions de son combattant et celles de son adversaire. Résultat efficace, impressionnant et qui pourrait même mettre à l'épreuve l'amour-propre de certains joueurs. Autre domaine et autre prouesse impressionnante, la salle spécialisée dans les bornes d'arcade Galloping Ghost Arcade à Chicago a réussi à mettre la main sur un prototype rarissime d'un jeu dédié à Beavis et Butthead, les deux ados attardés qui sévissaient sur MTV dans les années 90. Atari a produit seulement 12 de ces machines en 96 et la salle a réussi à mettre la main sur le prototype numéro 9. Si la machine était en bon état général, le lecteur CD à l'intérieur, qui lançait le jeu en lui-même, était inopérant. En appuyant sur le bouton reset de la borne, un logo 3DO apparaissait. Ce qui a donné quelques idées de bricolage aux opiniâtres réparateurs. Avec une 3DO d'occasion, ils ont lancé le CD à partir du lecteur optique de la console, tout en envoyant les données vers la PCB de la borne. Et là, magie, joie et extase, un jeu inédit s'est lancé sous leurs yeux, parfaitement opérationnel. C'est pour ces petites découvertes que la vie vaut la peine d'être vécue, vous ne trouvez pas? Surtout tant d'années après. Dans le même genre, 29 ans après la sortie de Punch-Out sur NES, on peut encore dénicher des petites astuces dans ce titre. Le youtubeur Midwestern Housewives a posté une vidéo qui révèle un petit détail qui en dit long sur le soin et la finition apportée aux jeux Nintendo cette époque. Pour mettre KO Bolt Bull et Piston Honda en un seul coup de poing, avant, on calculait le timing, on y allait au feeling au moment où les boxeurs préparaient leurs coups spéciaux, et on laissait la chance faire le reste.
Alors qu'en fait, il suffisait de regarder un personnage barbu dans le public à la première rangée. Celui-ci fait un signe de tête au moment où il faut donner le coup de poing fatidique. Enfin, pour terminer cette émission sans avoir de regrets, il fallait bien dire un petit mot sur les rois orgueilleux de la toile mondiale, n'est-ce pas? Voilà chose faite en évoquant ce félin qui, sous prétexte qu'il est mignon, se fait remarquer depuis 2013 sur la ligne de métro Seibu Ikebukuro. Il y fait son petit circuit régulièrement, tout seul, comme un grand. Il monte et descend quand ça lui chante et peut-être parfois accompagné d'un compagnon. Il semble bien éduqué. En effet, il daigne laisser un peu de place aux esclaves humains qui doivent prendre la rame de métro en son auguste compagnie. Normalement, les animaux dans le métro doivent être transportés dans un panier ou une caisse prévue à cet effet. Mais le matou a l'insigne honneur de pouvoir jouir du privilège d'aller et venir en toute liberté avec la bénédiction de la ligne et de son équipe qui a remarqué son petit manège. C'est pourquoi, maintenant que j'ai pu rendre un hommage respectueux à ces saletés de sac à poil arrogant, je vous dis à la prochaine Otak.